La pluie tombait si fort que je n'entendais même plus mes propres sanglots. Mathilde venait de me pousser violemment contre la rambarde du pont des Arts. Ses mains tremblantes sur mes épaules. Et elle hurlait, « Ne me touche plus jamais !» Ses yeux, d'ordinaire si doux, étaient devenus de lames de glace. Je glissai sur les pavés mouillés. Mes genoux heurtèrent le sol avec un bruit sourd. Et je restai là, à genoux devant elle, tandis qu'elle tournait les talons et disparaissait dans la nuit parisienne. Je n'ai pas bougé pendant de longues minutes. L'eau froide s'infiltrait dans mes vêtements, ruisselait sur mon visage, mélangeant larmes et pluie. Les passants détournaient le regard. À Paris, on respecte la douleur des autres en faisant semblant de ne pas la voir. Mais moi, je voyais tout, le reflet brisé de Notre-Dame dans la Seine, les lumières floues des réverbères, et surtout l'image de Mathilde qui s'éloignait, sa silhouette blonde avalée par l'obscurité. Tout avait commencé 6 mois plus tôt, dans un café du Marais aux murs couverts de livres anciens. Je m'appelle Émilie Duval, 28 ans, journaliste indépendante spécialisée dans les questions sociales. Ce soir-là, j'étais venue interviewer une militante associative sur les droits LGBTQ+. Mathilde Bertrand animait un collectif discret mais influent. Elle avait 30 ans, un doctorat en sociologie, un accent bordelais qui roulait doucement sur certaines syllabes, et un sourire qui désarmait instantanément. Quand elle s'est assise en face de moi, j'ai senti mon cœur faire un bond ridicule. Je me suis reprise aussitôt, j'étais là pour travailler, pas pour flirter. L'interview a duré 2 heures. Elle parlait avec passion des jeunes rejetés par leur famille, des coming-out ratés, des violences symboliques quotidiennes. À un moment, elle a posé sa main sur la mienne pour souligner un point, et je n'ai pas retiré la mienne. Le contact a duré 3 secondes, peut-être 4. Suffisamment pour que je sente la chaleur de sa peau traverser la mienne comme une décharge électrique. À la fin, elle m'a proposé de continuer la discussion autour d'un verre. J'ai accepté sans hésiter. Nous avons marché jusqu'à un petit bar rue des Rosiers. Là, sous la lumière tamisée, elle m'a confié qu'elle avait grandi dans une famille catholique très stricte de Bordeaux, qu'elle avait fait son coming out à 20 ans, et que ses parents ne lui adressaient plus la parole depuis 10 ans. Sa voix tremblait légèrement quand elle en parlait, mais elle ne pleurait pas. Elle avait appris à porter sa douleur comme une armure élégante. Moi, j'avais eu plus de chance. Mes parents, professeurs à la Sorbonne, avaient accueilli mon orientation avec une curiosité intellectuelle un peu maladroite mais sincère. Tant que tu es heureuse, Émilie, avait dit ma mère en me serrant dans ses bras. J'avais toujours vécu mon homosexualité sans honte, mais sans militantisme non plus. Jusqu'à Mathilde. Très vite, nous nous sommes revus. Dîner chez elle, rue de Birague, dans un appartement lumineux rempli de livres et de plantes. Promenade nocturne le long de la Seine. Premier baiser volé sous les arcades du Palais Royal. Elle disait que j'étais la première personne qui la regardait vraiment. Moi, je me sentais vivante comme jamais. Chaque regard, chaque effleurement me faisait vibrer d'une joie presque douloureuse. Mais il y avait un secret. Un secret que Mathilde gardait précieusement. Un soir, alors que nous étions allongés sur son canapé après un film de Claude Chabrol, elle m'a murmuré, « Il faut que je te dise quelque chose. » J'ai senti mon estomac se nouer.
Elle a pris une grande inspiration. J'étais mariée. Avec un homme. Pendant 4 ans. Le silence qui a suivi était si lourd que j'ai cru qu'il allait nous écraser. Elle a continué, c'était avant que je comprenne vraiment qui j'étais. Mes parents m'ont poussée. J'ai voulu leur faire plaisir. J'ai cru que je pouvais être heureuse comme ça. Mais je ne l'étais pas. J'ai divorcé il y a 5 ans. Personne dans mon entourage actuel ne le sait. Sauf toi. Maintenant. Je n'ai rien dit pendant un long moment. Puis je l'ai serré contre moi. Merci de me faire confiance. Ai-je soufflé. Elle a pleuré doucement contre mon épaule. Je pensais que c'était la fin des secrets. Je me trompais lourdement. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu une proposition inattendue. Une grande chaîne de télévision nationale voulait un documentaire sur les discriminations subies par les personnes LGBTQ+ en France. Ils cherchaient une journaliste lesbienne prête à témoigner à visage découvert, à raconter son histoire personnelle pour illustrer le propos. Le réalisateur m'a dit, « Votre voix est importante, Émilie. Vous avez l'éloquence, la crédibilité. Et vous êtes en couple. C'est touchant. » Je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai accepté. C'était l'occasion de donner un visage humain à des statistiques, de briser le silence. J'en ai parlé à Mathilde le soir même. Son visage s'est fermé instantanément. Tu vas parler de nous? À la télévision nationale? Sa voix était glaciale. Pas de nous spécifiquement. De moi. De mon parcours. De ce que j'ai vécu. Et moi? Dans tout ça? Tu n'apparaîtras pas. Je respecterai ton anonymat. Elle s'est levée brutalement. Tu ne comprends pas. Si tu parles publiquement, si tu deviens un symbole, ça rejaillira sur moi. Mes collègues, mes étudiants, mes parents, ils feront le lien. Mathilde, tu es militante. Tu luttes pour la visibilité. Je lutte pour la visibilité des autres. Pas pour la mienne. Elle criait maintenant. Je ne veux pas que ma vie privée soit étalée. Je ne veux pas que mes parents apprennent par la télé que leur fille vit avec une femme. Je me suis levée à mon tour. Tu as honte de moi? Le mot est tombé comme une gifle. Elle a blêmi. Non. Bien sûr que non. Mais je ne suis pas prête. Je ne le serai peut-être jamais. Nous nous sommes disputés pendant des heures. Pour la première fois, j'ai vu la peur dans ses yeux. Une peur viscérale, animale. Elle m'a supplié d'annuler. J'ai refusé. C'est plus grand que nous. Mathilde. Il y a des jeunes qui se suicident parce qu'ils se sentent seuls. Si ma voix peut en sauver un seul. Elle m'a regardé avec une tristesse infinie. Tu choisis ton idéal plutôt que moi. Je n'ai pas répondu. Parce qu'au fond, j'avais peur qu'elle ait raison. Le tournage a commencé. J'ai raconté mon histoire, mes premiers amours, mes peurs d'adolescente, la joie d'être acceptée par ma famille. J'ai parlé de l'amour, sans nommer Mathilde. Le documentaire s'intitulait « Visage de l'amour ». Il devait être diffusé en prime time. Mathilde a cessé de répondre à mes messages pendant 3 jours. Quand elle est revenue, elle était distante, blessée.
Nous faisions l'amour comme on se raccroche à un naufrage, avec désespoir. Je sentais qu'elle s'éloignait, mais je me disais que ça passerait. Que l'amour était plus fort. Puis le drame est arrivé. 2 semaines avant la diffusion, un journal People a publié un article, la journaliste lesbienne Émilie Duval en couple avec une célèbre sociologue bordelaise divorcée. Il y avait des photos volées, nous 2 mains dans la main place des Vosges. Un baiser furtif près du métro Saint-Paul. L'article mentionnait le passé hétérosexuel de Mathilde. Son mariage. Son divorce. Tout était étalé. Mathilde a découvert l'article avant moi. Elle m'a appelé à 6 heures du matin. Sa voix était méconnaissable. C'est fini. Ne m'approche plus. Je suis accourue chez elle. Elle m'a ouvert. Les yeux rougis. Un sac à la main. Je pars à Bordeaux. Chez une amie. Je ne peux pas rester à Paris. Mathilde. Attends. Tu as gagné. Tu voulais de la visibilité? Tu l'as. Pour nous 2. Elle est partie sans un regard en arrière. J'ai sombré. J'ai annulé les dernières interviews. Je passais mes journées au lit. À fixer le plafond. Mes parents ont essayé de me raisonner. Tu as fait ce qui te semblait juste, disait ma mère. Mais je ne voyais que le visage de Mathilde, déformé par la douleur. Le soir de la diffusion, je n'ai pas regardé le documentaire. J'ai marché sans but dans Paris. Je me suis retrouvée sur le pont des Arts. Il pleuvait à verse. Et c'est là qu'elle est apparue. Je l'ai vue avant qu'elle ne me voie. Elle marchait lentement. Tête baissée. Un parapluie noir à la main qu'elle ne pensait même pas à ouvrir. Ses cheveux blonds étaient trempés. Collés à son visage. Elle portait le même manteau beige que le soir où nous nous étions disputés pour la dernière fois. Je me suis avancée. Le cœur battant à tout rompre. Mathilde. Elle a levé les yeux. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru voir de la joie. Puis la colère a repris le dessus. Elle a fait demi-tour. Je l'ai rattrapée par le bras. Attends. S'il te plaît. Elle s'est dégagée violemment. Lâche-moi. Je t'en supplie. Écoute-moi. Des passants nous regardaient. Certains reconnaissaient peut-être mon visage depuis la diffusion du documentaire. Je m'en fichais. Mathilde a éclaté, tu as ruiné ma vie. Émilie. Mes parents m'ont appelé. Ils ont tout vu. Tout lu. Ma mère a pleuré au téléphone. Mon père a dit qu'il ne voulait plus entendre parler de moi. Mes collègues me regardent bizarrement. On me pose des questions. Je ne peux plus enseigner sans que les étudiants chuchotent dans mon dos. Chaque mot était une lame. Je sentais mes jambes trembler. Je suis désolée. Je n'ai jamais voulu ça. Mais tu l'as fait quand même. Tu as choisi pour nous 2. Elle pleurait maintenant. Moi aussi. La pluie nous enveloppait comme un rideau. Je croyais que tu comprendrais. Un jour. Que tu serais fière. Fière? Elle a ri amèrement. Tu sais ce que j'ai ressenti en voyant ces photos dans le journal? De la trahison. Une trahison absolue. Je suis tombée à genoux. Comme dans mon souvenir le plus douloureux. Je t'aime. Je t'aime tellement que ça me détruit.
Elle m'a regardé longuement. Ses lèvres tremblaient. Puis elle a fait quelque chose d'inattendu, elle s'est accroupie devant moi. A pris mon visage entre ses mains glacées. Moi aussi. Je t'aime. Et c'est pour ça que ça fait si mal. Nous sommes restés là. À genoux sur le pont. Sous la pluie torrentielle. Nous regardant dans les yeux. Le monde autour avait disparu. Puis elle s'est relevée. Mais je ne peux pas revenir. Pas maintenant. Peut-être jamais. Elle a tourné les talons. Cette fois. Je ne l'ai pas retenue. Je suis restée prostrée jusqu'à ce qu'un policier vienne me demander si j'allais bien. Je suis rentrée chez moi en titubant. Les jours suivants ont été un brouillard. Le documentaire a fait un carton d'audience. On m'a invité partout, plateau télé, radio, conférence. On me présentait comme la voix courageuse de la communauté lesbienne. Des adolescentes m'écrivaient pour me dire merci, que j'avais sauvé leur vie. Des parents me remerciaient d'avoir ouvert leurs yeux. Mais chaque applaudissement résonnait creux. Chaque compliment me rappelait le prix payé. Un mois plus tard, j'ai reçu une lettre. Une vraie lettre manuscrite, dans une enveloppe bleu pâle. L'écriture de Mathilde. Je l'ai ouverte les mains tremblantes. Émilie. Je suis à Bordeaux depuis 3 semaines. J'ai pris un congé sans solde. J'ai besoin de distance. Je ne te pardonne pas encore. Peut-être ne te pardonnerai-je jamais complètement. Ce que tu as fait a brisé quelque chose en moi que je ne sais pas réparer. Mais je dois te dire quelque chose. La semaine dernière, une ancienne étudiante m'a écrit. Elle a 19 ans. Elle a vu ton documentaire. Elle m'a confié qu'elle était lesbienne. Qu'elle avait peur de le dire à ses parents. Qu'elle avait pensé au suicide. Elle a écrit, quand j'ai vu Émilie parler avec tant de dignité. J'ai compris que je pouvais vivre. Elle m'a remercié de t'avoir inspiré. Je ne sais pas quoi penser. Je suis perdue. Mathilde. J'ai pleuré en lisant ces lignes. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de la culpabilité, un minuscule espoir. Je lui ai répondu immédiatement. Une longue lettre où je m'excusais. Où je lui disais que je comprenais sa douleur. Que je ne lui demandais rien. Seulement qu'elle sache que je l'aimais toujours. Elle n'a pas répondu. L'hiver est arrivé. Paris s'est paré de lumière de Noël. J'ai continué à travailler. À militer. Mais avec une prudence nouvelle. J'ai appris à respecter les silences des autres. Un soir de février, alors que je sortais d'une conférence à la maison de la radio, une femme m'a abordée. Grande, élégante, les cheveux gris. Elle avait les yeux bleus de Mathilde. Vous êtes Émilie Duval? J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Je suis Claire Bertrand. La mère de Mathilde. Le monde a vacillé. Elle m'a proposé d'aller boire un thé dans un salon proche. J'ai accepté. Incapable de refuser. Nous nous sommes assises. Elle a commandé un Darjeeling. Moi. Rien. Mathilde ne sait pas que je suis à Paris? A-t-elle commencé? Je suis venue pour vous voir. Elle a sorti une photo de son sac. Mathilde a 16 ans. En robe de communiante.
Elle était magnifique. Quand l'article est sorti, j'ai été bouleversée. Pas parce qu'il révélait sur l'orientation de ma fille, je le soupçonnais depuis longtemps. Mais par la violence avec laquelle tout a été exposé. J'ai appelé Mathilde. Je lui ai dit des choses que je regrette. Sa voix s'est brisée. Puis j'ai regardé votre documentaire. Tard dans la nuit. Seule. Et j'ai pleuré. Pas de honte. De fierté. Ma fille aime une femme courageuse. Une femme qui se bat pour que d'autres n'aient pas à souffrir comme elle a souffert en silence. Elle a pris ma main. Je suis venue vous demander pardon. Pour Mathilde. Et vous dire qu'elle pense à vous. Tous les jours. Elle ne me l'avoue pas. Mais je le sais. J'ai éclaté en sanglots. Claire m'a serrée dans ses bras comme une mère. Le printemps est revenu sans que je m'en rende compte. Les marronniers du Luxembourg ont fleuri. J'avais 30 ans maintenant. Une décennie nouvelle. Une vie nouvelle. Je n'avais plus de nouvelles directes de Mathilde. Mais Claire m'écrivait parfois. Des nouvelles anodines, Mathilde avait repris ses cours. Elle avait adopté un chat. Elle lisait beaucoup. Jamais un mot sur moi. J'avais appris à vivre avec l'absence. À transformer la douleur en énergie. J'avais créé une association pour accompagner les jeunes LGBTQ+ rejetés par leur famille. Nous avions ouvert une maison d'accueil à Montmartre. Chaque fois qu'un adolescent franchissait la porte, je pensais à Mathilde et à ce qu'elle avait vécu. Un soir de mai, alors que je fermais la maison, mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Allô ? Silence. Puis une voix que je reconnaîtrais entre mille. C'est moi. Mon cœur s'est arrêté. Mathilde. Je suis à Paris. Pour une conférence. Je peux te voir ? Nous nous sommes donné rendez-vous au café de Flore. Terrain neutre. Elle était déjà là quand je suis arrivée. Plus mince. Les cheveux plus courts. Un air fatigué mais déterminé. Elle s'est levée. Nous nous sommes embrassés sur les joues. Maladroite. Nous avons commandé 2 chocolats chauds. Long silence. Elle a parlé la première. J'ai vu ce que tu as construit. La maison d'accueil. C'est magnifique. Merci. J'ai lu tous les articles sur toi. Je regarde toutes tes interventions. En cachette. Je n'osais pas respirer. Je suis désolée. Émilie. Pour tout ce que je t'ai dit sur le pont. J'étais terrifiée. Je me sentais trahie. Mais avec le temps j'ai compris. Tu avais raison. Sur beaucoup de choses. Tu n'as pas à t'excuser. C'est moi qui. Elle a levé la main. Laisse-moi finir. J'ai fait une thérapie. Longue. Douloureuse. J'ai compris que ma peur de la visibilité venait de la honte que mes parents m'avaient transmise. Que je m'étais appropriée. Et que je t'avais fait payer le prix de mes propres chaînes. Des larmes coulaient sur ses joues. Je ne te demande pas de me reprendre. Je sais le mal que je t'ai fait. Mais je voulais te dire. En face, je t'aime toujours. Et je suis fière de toi. Terriblement fière. Je pleurais aussi. Moi aussi.
Je t'aime. Tous les jours. Nous nous sommes regardés longtemps. Et maintenant, ai-je murmuré. Elle a souri faiblement. Maintenant je ne sais pas. J'ai besoin de temps. Mais je veux essayer. Lentement. Si tu es d'accord. J'ai hoché la tête. Nous avons commencé à nous revoir. D'abord des cafés. Puis des promenades. Des dîners. Elle a rencontré les jeunes de la maison d'accueil. Elle a donné une conférence pour eux. Elle a pleuré en écoutant leurs témoignages. Un soir d'été, nous sommes retournés sur le pont des Arts. Il ne pleuvait pas. Le ciel était rose et orange. Elle a pris ma main. Tu te souviens de cette nuit? Comment oublier? J'ai repensé à ce moment des milliers de fois. Je me suis haï pour t'avoir poussé. Pour être partie. On était perdus toutes les deux. Elle s'est tournée vers moi. Je suis prête maintenant. Prête à être vue. Avec toi. Si tu veux encore de moi. Je l'ai embrassée. Doucement. Longuement. Sous les yeux indifférents des touristes. Quelques mois plus tard, Mathilde a fait son coming out public. Dans une tribune co-signée avec moi dans Le Monde. Elle y racontait son parcours. Son mariage. Sa peur. Son amour. L'article a fait grand bruit. Sa mère l'a appelée le soir même. Elles ont pleuré ensemble au téléphone pendant 2 heures. Son père a mis plus de temps. 1 an. Puis il a écrit une lettre. Courte. Maladroite. Je suis fière de ta force. Reviens nous voir quand tu veux. Mathilde a encadré la lettre. Nous avons emménagé ensemble dans un appartement lumineux donnant sur le canal Saint-Martin. Mathilde a accepté un poste de maître de conférence à Paris 8e. J'ai continué l'association, qui grandissait. Nous nous disputions parfois. Sur des détails. Sur le passé. Mais nous avions appris à parler. À réparer. Un jour, Claire est venue déjeuner. Elle a apporté une tarte aux pommes faite maison. À la fin du repas, elle a sorti une enveloppe. C'est de ton père? A-t-elle dit à Mathilde. Mathilde l'a ouverte. Les mains tremblantes. Une photo. Son père. Devant leur maison bordelaise. Tenant un panneau, bienvenue à la maison. Ma fille. Et à Émilie aussi. Mathilde a éclaté en sanglots. Nous avons pris le train le week-end suivant. Le père de Mathilde nous attendait à la gare. Grand. Bourru. Les yeux rougis. Il a serré sa fille dans ses bras pendant de longues minutes sans rien dire. Puis il m'a tendu la main. Je l'ai prise. Il m'a attiré contre lui. Le dîner a été étrange et merveilleux. Silence gêné. Puis rire. Le père a raconté des anecdotes d'enfance de Mathilde. La mère a montré des albums photos. À la fin, le père a levé son verre. À l'amour. Sous toutes ses formes. Nous avons trinqué. Sur le chemin du retour, Mathilde m'a dit, je n'aurais jamais cru ça possible. Moi non plus. Les années ont passé.
L'association est devenue une fondation nationale. Mathilde a publié un livre sur les coming-out tardifs. Nous avons témoigné ensemble dans les écoles, les entreprises, les prisons. Un soir d'automne, sur ce même pont des Arts, Mathilde s'est mise à genoux. Elle a sorti une petite boîte. Émilie Duval. Veux-tu m'épouser? J'ai ri à travers mes larmes. Oui. 1000 fois oui. Nous nous sommes mariés l'été suivant. Dans un domaine en Dordogne. Claire et le père de Mathilde étaient là. Mes parents aussi. Les jeunes de la maison d'accueil ont formé une aide d'honneur avec des drapeaux arc-en-ciel. Mathilde portait une robe ivoire simple. Moi une combinaison blanche. Nous avons échangé nos vœux sous un chêne centenaire. Je te promets de toujours respecter ton silence quand tu en auras besoin. Et de célébrer ta voix quand tu voudras parler. Ai-je dit. Elle a répondu, je te promets de ne plus jamais fuir. De rester. Même quand ça fait mal. Nous avons dansé jusqu'au bout de la nuit. 10 ans plus tard. Nous habitons toujours Paris. Mais nous avons une petite maison en Normandie pour les week-ends. 2 enfants adoptés, Louise, 8 ans. Et Gabriel, 6 ans. Ils savent qu'ils ont 2 mamans. Ils posent des questions. Nous répondons avec simplicité. Mathilde enseigne toujours. J'ai pris la direction de la fondation. Nous continuons à nous battre, mais avec une sérénité nouvelle. Parfois, quand je regarde Mathilde lire une histoire aux enfants, je repense à cette nuit sous la pluie. À la douleur. À la peur. Je me dis que l'amour véritable n'est pas celui qui ne connaît pas l'orage. C'est celui qui choisit de rester une fois l'orage passé. Qui choisit de reconstruire. Un soir, alors que les enfants dormaient, nous sommes sortis marcher le long de la Seine. Nous nous sommes arrêtés sur le pont des Arts. Les cadenas d'amour avaient été retirés depuis longtemps, mais l'endroit gardait sa magie. Mathilde a passé son bras autour de ma taille. Tu te souviens? Chaque seconde. Elle m'a regardé. Les yeux brillants. Je ne regrette rien. Tu sais. Même la douleur. Parce qu'elle nous a menés ici. J'ai embrassé son front. Moi non plus. Nous sommes restés là longtemps, regardant la Seine couler. Calme et éternelle. La pluie a commencé à tomber doucement. Nous n'avons pas bougé. Nous nous sommes serrés plus fort. Parfois, les plus grandes tempêtes mènent au ciel les plus clairs. Et parfois, être jeté sous la pluie pour son orientation n'est que le début d'une histoire qui finira par toucher tout un pays.